Jean Desmingal. Je fais partie du comité de pilotage qui a préparé ce contre-salon et puis je connais Véronique Fournier depuis très longtemps. J'ai la responsabilité là à l'instant d'animer cet atelier sur la fin de vie, où en sommes-nous. Sachant qu'avec d'autres d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup milité pour que ce sujet de la fin de vie soit sur la table et qu'il soit ouvert et qu'il nous permette des choix que nous n'avons pas aujourd'hui. Voilà. Donc, autour de moi, alors il y a encore un peu de place devant, si vous voulez bien. Mesdames, si vous voulez bien vous asseoir. Voilà. Autour de moi, il y a donc 3 intervenants, puis nous serons rejoints par Véronique Fournier qui doit intervenir également. Alors, je vais laisser François Damas dire qui il est. Je commence. Dire qui il est d'abord, après on fera le tour de ceux qui vont parler. Bien, merci. Donc, je m'appelle François Damas, je suis médecin belge, je viens de Liège. Et donc, pourquoi suis-je là? Parce que j'ai été un des représentants de la faculté, en quelque sorte, à accepter la nouvelle loi en Belgique en 2002. Et donc, j'ai acquis une certaine expérience dans l'accompagnement des fins de vie par euthanasie, puisque c'est le mot qu'on utilise en Belgique. J'ai écrit donc un petit ouvrage sur ce sujet. Et dans la foulée, j'ai été invité par Véronique Fournier à participer à quelques séminaires de réflexion sur la fin de vie, et pas seulement sur l'euthanasie, bien sûr. Et donc, c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Véronique, qui m'a fait partager un peu ses questionnements sur la vieillesse. Et donc, je me suis fait membre de la Vie Vieille, de cette petite ASBL qu'elle anime. Et c'est à ce titre que je suis invité aujourd'hui à présenter un peu un point de vue extérieur et étranger sur le débat français. Voilà. Merci beaucoup, François. Un mot de présentation, oui, si vous voulez bien. Ok, alors moi je m'appelle donc Annie Vallet, je suis coprésidente de l'association Le Choix, citoyens pour une mort choisie, qui lutte justement pour que l'aide active à mourir soit dépénalisée en France, si possible, dans des conditions analogues à celles de la Belgique. Je suis dans cette association-là depuis sa création en 2018. Philosophiquement, j'ai toujours considéré que le droit de demander une aide à mourir faisait partie d'une ultime liberté. Et c'est des fins de vie dramatiques dans ma famille qui m'ont conduit à à militer directement pour cette cause, sachant qu'auparavant, j'étais plutôt dans les causes féministes, et notamment la promotion des carrières des femmes dans les métiers techniques et technologiques, puisque j'avais beaucoup travaillé dans les grands secteurs de technologie où le plafond de verre, malheureusement, n'avait pas disparu. Voilà. Merci beaucoup. Véronique, il va nous manquer une chaise. Donc il va falloir que tu ailles chercher une chaise. Pendant ce temps-là, je vous passe la parole, M. Bouga, pour que vous nous présentiez qui vous êtes. Merci. Je suis toulousain, médecin universitaire honoraire. J'étais professeur de cancérologie. Je m'exprime ici au nom des patients que j'ai écoutés, qui m'ont parlé et qui m'ont chargé de restituer un certain aspect de leur volonté.
je me suis occupé du premier plan cancer in situ personné. On m'a extrait de Toulouse pour faire un petit peu de ministère et de relations transministérielles. Ça m'a donné l'occasion d'avoir quelques relations et quelques connaissances que nous utilisons au mieux des intérêts des patients. Et pour finir, mon millésime 1947 me rend légitime pour parler de ce que nous allons échanger ce matin. Très bien, merci beaucoup. Alors, Véronique, un petit micro. C'est quoi la commande? Et la commande, c'est de dire qui tu es. Et je m'appelle Véronique Fournier. Je suis une des cofondatrices du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Et avant, je suis toujours du reste médecin. Nul n'est parfait. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de fin de vie depuis que nous avons créé en 2002, notamment avec Emmanuel, le centre d'éthique clinique de la PHP, de l'assistance publique. Voilà, et donc j'ai été interpellée par les demandes qui nous sont arrivées. Le centre d'éthique clinique, c'est un endroit où les gens viennent quand il y a une décision médicale qui est bloquée pour des considérations éthiques. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et de voir si on peut aider à ce qu'elle soit débloquée. Et très vite sont arrivées au centre d'éthique clinique des demandes d'aide à mourir pour des gens qui ne pouvaient pas mourir parce que la loi l'interdisait. Et donc nous avons réfléchi avec un groupe très pluridisciplinaire, représentatif de la société civile d'une certaine façon, à comment on pouvait comprendre cette demande d'aide à mourir et comment on pouvait éventuellement les aider et si on pouvait les aider ou pas. Voilà, donc nous avons travaillé là-dessus et après, lorsque le Conseil national autoproclamé de la vieillesse a été créé, la fin de vie a fait partie des 10 thèmes prioritaires sur lesquels le CNAV avait décidé de travailler et nous avons organisé 2 jours de travail à la cartoucherie sur ce sujet dont je vous parlerai dans un instant. Du coup, je propose que, comme tu l'as déjà introduit, tu poursuives, puisque l'idée que j'ai fait partager aux intervenants qui sont autour de moi, c'est que nous démarrions, non pas avec un point d'entrée historique sur les lois, la première loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti et les débats récurrents sur la fin de vie en France ces dernières années, mais que nous démarrions avec ce séminaire qui a été organisé par le CNAV, qui a été extrêmement riche, dont Véronique va nous dire quelques mots, et qui s'est conclu par une déclaration finale collective qui peut, me semble-t-il, servir de point d'entrée pour nos débats. Et puis nous donnerons la parole à François Damas, à mon voisin, M. Bugat, et puis nous clôturerons les intervenants avec Annie Vallet, et puis je leur ai donné une horloge très stricte en leur disant pas plus de 8 minutes, ce qui fait que je pense que nous aurons le temps d'échanger largement avec vous. Voilà. Allez. Alors je viens de vous dire pourquoi en fait le CNAV s'était mobilisé sur ce sujet. C'est simplement parce qu'il avait été listé comme les préoccupations, parmi les 10 préoccupations principales de nos adhérents au début, de tous les gens qui nous ont rejoints. Vous vous rappelez, c'était décembre 2021, la création. Voilà. Et donc, ce travail s'est déroulé à la cartoucherie, dans le théâtre d'Ariane Nouchkine, qui nous a accueillis à plusieurs reprises et qui, vous avez compris, est une des marraines du CNAV. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de ces 2 jours de travail? Il en est sorti une déclaration qui dit la chose suivante. D'abord, elle dit nous sommes une centaine à avoir travaillé ensemble pendant 2 jours consécutifs. Et parmi ces 100 personnes, qui sont tous des membres adhérents du CNAV, il y avait essentiellement des femmes, 80%, de moyenne d'âge, 83 ans. Donc, c'était des vraies personnes vieilles. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Je dis elles, même s'il y avait 20% d'hommes. On dit d'abord, nous sommes très intéressés par la vie. Ce n'est pas parce que nous avons 80 ans que nous ne sommes pas intéressés par la vie. Et notre problème n'est pas du tout que nous voulons mourir demain.
Et nous voulons absolument continuer de vivre le mieux possible, jusqu'à le plus longtemps possible et jusqu'à ce que ce soit possible. Premièrement. Donc, nous ne sommes pas intéressés par la mort parce que nous sommes proches de la mort. Nous sommes intéressés par réfléchir à notre mort parce que, à notre âge, nous avons un certain recul existentiel, que nous avons eu le temps de penser aux choses importantes de la vie, et la mort en fait partie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de penser que nous pensons tous les jours à la mort parce que nous sommes vieux. Nous avons 3 messages principaux que nous voulons faire passer. Nous voulons que chacun soit libre de savoir quand et comment il veut être accompagné à mourir. Cela nous paraît essentiel. Je vais vite parce que, bon. Deuxièmement, nous voulons qu'on nous donne les moyens, et qu'on donne les moyens à tout citoyen de s'autodéterminer sur cette question-là. Et pour cela, il faut qu'il soit informé et qu'il puisse aller rencontrer des gens qui l'informent de tous les possibles et de tous les impossibles, pour comprendre pourquoi les choses sont possibles ou impossibles. Donc nous demandons pour ça la création de consultations de fin de vie, non pas de directives anticipées, mais des consultations de fin de vie. Et troisièmement, nous pensons qu'il est essentiel d'ouvrir le dialogue sur la mort dans l'espace public. Et donc, de parler de la mort le plus souvent possible, dans tous les lieux possibles de l'espace public. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire, justement, pendant ce contre-salon. Voilà, donc ça, c'était une déclaration assez forte que nous avons envoyée sous forme de communiqué de presse à tous les interlocuteurs concernés par la question, notamment à tous les ministres concernés, évidemment, et aussi aux autres instances officielles qui travaillent sur cette question-là. Aucune réaction. Le CNAV, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gens vieux auraient des choses à dire sur la mort. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresserait? Rien ne s'est passé. Nous n'avons été ni entendus, ni consultés. Nous avons fini par être reçus par Madame Firmin-Lebaudot, ou plutôt par son cabinet, parce qu'on nous a dit qu'elle n'avait pas le temps de nous rencontrer. Et donc, nous avons eu un rendez-vous avec sa conseillère en charge spécifiquement du sujet, qui a été déplacée 4 fois, et la 5e fois, quand nous sommes arrivés, ils n'ont pas osé nous déplacer, et donc ils nous ont fait recevoir par un jeune homme charmant, dont le sujet c'était les LGBT, et qui ne connaissait strictement rien à la fin de vie. C'est juste pour vous donner l'ambiance. Voilà. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, on aura peut-être des questions tout à l'heure, mais depuis, évidemment, nous avons continué de réfléchir, moi particulièrement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je suis souvent sollicitée, comme plein d'autres ici, dont Noël Châtelet qui est là. Qu'est-ce que contient le projet de loi de la ministre? En fait, j'ai été auditionnée par l'Assemblée nationale en juillet dernier, le lendemain ou 3 jours après qu'elle ait donné sa feuille de route, fait connaître sa feuille de route. Donc, j'ai dit que la feuille de route ne nous convenait pas du tout à nous, de ce que j'avais entendu des gens du CNAV. Je ne vais pas insister sur pourquoi, on pourra le faire tout à l'heure si vous le voulez. Ce que nous avons compris, c'est qu'il est vraisemblable que le projet de loi ouvre un petit quelque chose sur l'aide à mourir active, au moins pour les patients qui sont en toute fin de maladie extrêmement grave. Voilà. Mais elle laisse de côté un sujet qui nous paraît capital, notamment à nous ici au CNAV, qui sont les personnes qui meurent de vieillesse et qui meurent de grande vieillesse, notamment dans les EHPAD. Voilà. Alors, pour lesquels, franchement, la loi ne répond absolument pas à leurs difficultés actuelles, que nous pourrons détailler si cela vous intéresse. Donc, moi, je continue de pousser les feux sur cette question-là, qui est, 1, ce que le CNAV a dit qu'il souhaitait, 2, la mort par grande vieillesse. Merci beaucoup, Véronique. Voilà, ça ouvrira, je pense, beaucoup d'interventions de votre part. Mais je propose que nous continuions notre tour d'intervenants en donnant la parole à François Damas, qui s'est présenté comme un étranger. Donc, nous allons entendre l'étranger.
Mais moi, je vais me focaliser sur une seule idée qui m'apparaît fondamentale et dont l'examen actuel dans les débats que je lis dans la presse s'oriente dans une direction qui m'effraie. C'est la participation des médecins à l'accompagnement des fins de vie. Il y a manifestement, rien que sur le plan du vocabulaire, on s'oriente non pas à parler d'euthanasie ou de suicide assisté, comme on l'a fait dans certains pays, on va s'orienter vers l'aide à mourir. Ce que je préfère, moi, ces deux termes personnellement, mais je préférerais qu'on utilise dans le débat quelque chose de plus clair, qui est l'aide médicale à mourir, comme ce que les Canadiens ont fait. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que dans les différentes rencontres que j'ai eues un peu partout, dans différentes villes en France, il y a quelque chose qui m'est apparu très périlleux. C'est d'une part le fait que pas mal de personnes bien averties, réfléchissant sur leur devenir, essayant de prendre les choses en main, ont comme discours de dire nous n'avons pas besoin des docteurs. Nous voudrons bien nous en passer, nous voudrons bien décider pour nous-mêmes sans avoir recours à ce fameux pouvoir médical ou ces diktats médicaux. Et nous voudrons bien donc avoir la possibilité de choisir nous-mêmes. Et c'est, je pense, une opinion qui est tout à fait défendable et respectable, mais qui, sur le plan d'une loi qui s'appliquerait au grand nombre, est une dérive et pourrait donner lieu à des excès, on le comprend bien. Mais c'est surtout le fait que cette possibilité réclamée par certains va s'appuyer sur le fait que un grand nombre de médecins qui sont très résistants ou très hésitants devant ces prérogatives qu'on laisse aux malades de décider pour eux-mêmes leur fin de vie, disent si les malades veulent prendre leurs responsabilités, mais qu'ils la fassent, et nous, on n'agira pas, on ne les accompagnera pas jusqu'au bout. Et donc, on est vraiment dans cette conjonction de deux attitudes. D'une part, des malades qui veulent pouvoir décider pour eux-mêmes, et d'autre part, des docteurs qui voudraient bien pas avoir à agir. Et donc, ça, je pense que c'est promouvoir un modèle, en quelque sorte, qui est, pour moi, loin d'être optimal. Et ce modèle, on en a un exemple aux États-Unis, qui est les premières lois qui ont permis ce qu'ils ont appelé suicide assisté, d'ailleurs, en Oregon ou dans d'autres États américains, qui est effectivement la possibilité que des malades puissent avoir une prescription médicale d'une solution létale qu'ils emportent chez eux et qu'ils doivent utiliser de leur propre initiative, mais sans accompagnement médical et en étant, j'estime, laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire abandonnés. Et on connaît bien des histoires qui ne se passent pas bien, évidemment, puisqu'il n'y a pas de professionnels qui assurent un moment qui soit vraiment contrôlé. Et effectivement, ça laisse les personnes dans des situations d'angoisse ou de questionnement, et en tout cas leur entourage qui se demande quand la personne va prendre cette solution, qu'est-ce qui va se passer, que va-t-il se passer, comment doit-on agir, comment doit-on réagir. Ça, c'est, je trouve, des circonstances qui sont évidemment l'occasion de souffrances supplémentaires. Et donc, ce n'est pas du tout ce qu'il faut promouvoir. Donc, le message principal que j'ai, moi, comme médecin belge, ayant l'expérience d'un accompagnement vraiment médical d'une fin de vie qui peut aboutir, pas toujours, à un acte d'euthanasie, comme on le définit en Belgique, c'est-à-dire un acte létal, effectivement, moi, je vous mets en garde et j'essaie d'attirer l'attention pour dire que si des lois doivent être modifiées, il faut à tout prix que le médecin puisse agir et accompagner son malade jusqu'au bout. Et pas l'empêcher, comme en Suisse, qu'il est interdit d'accompagner un malade jusqu'à un geste létal. En Suisse, il y a heureusement un accompagnement et un encadrement des fins de vie, puisque ce sont des associations qui assurent cet accompagnement. Mais en Oregon, les gens sont laissés à eux-mêmes.
il n'y a pas nécessairement d'association qui accompagne et qui encadre la fin. Et donc, je trouve que l'expérience que j'ai, en tout cas en Belgique, de ces accompagnements médicaux de fin de vie, démontre que le professionnel qui est là pour accompagner son patient jusqu'au bout assure justement des conditions optimales et font que cette dernière étape et ce dernier moment se passent dans des conditions parfois vraiment extrêmement positives et peuvent donner donc lieu à des expériences partagées qui laissent des traces et qui laissent des moyens, en tout cas, j'aime bien d'utiliser des outils de consolation pour ceux qui, bien sûr, restent après le décès de leurs proches. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on y reviendra là aussi, à mon avis, dans le débat. Je pense que le débat actuel, ce que n'a pas dit François en France, tourne autour, ou en tout cas est habillé par le concept du soin, avec un gros clivage entre ceux qui partagent ce que vient de dire François Lamas, c'est-à-dire qui disent c'est un soin d'accompagner jusqu'au bout, c'est un soin d'écouter, c'est un soin de répondre, voilà. Et ceux qui disent on a été formé pour guérir et on n'a pas été formé pour faire mourir, et donc ce n'est pas un soin. Alors, je pense qu'on y reviendra. C'est pas à moi, dans mon rôle d'animatrice de l'atelier, de vous dire ce que j'en pense, mais je pense que ça fait partie du sujet et qui a été ouvert par François. Alors, je passe la parole à M. Pougard. Bon, je crois que mourir est une échéance que nous partageons tous. Ce que nous partageons également sans doute, c'est le souci du chemin à parcourir pour arriver jusqu'à ce dernier rendez-vous. Et c'est là qu'intervient probablement l'appréciation que l'on peut faire de la médecine avec son autorité gouvernementale qui fait que souvent la mort nous rend dépendants de l'institution hospitalière. Alors, vous parlez du soin. Entre le soin technique et le prendre soin, on peut sans doute établir une sorte de différence. Je crois que l'on médicalise trop la fin de vie. Je crois que nous ne souhaitons pas, les uns et les autres, mourir cernés par un cordon sanitaire de blouse blanche. 80% de nos contemporains disent spontanément qu'ils souhaitent, dans la mesure du possible, décéder chez eux. Et 80% d'entre nos contemporains décèdent en institution. Il y a donc quelque part un phénomène de décussation qui fait que la volonté des uns est contrariée par la réalité organisationnelle de tous. Ça me paraît quand même un sujet très important. Alors, la situation présente du point de vue du soin nous laisse confrontés à la mort dans une alternative qui est une sorte de tenaille, me semble-t-il, soit l'obstination thérapeutique, soit la sédation profonde, dont on peut considérer que parfois elle est un petit peu trop longue par rapport à la volonté exprimée par les patients. Parce que j'ai entendu des patients me dire « Docteur, je désire ne plus être ». J'étais jeune chef de clinique, je n'ai pas compris exactement ce que ça voulait dire. Mais quelqu'un qui désire ne plus être, il faut comprendre sa volonté jusqu'au bout. Bien. Et ce sujet-là n'est pas un sujet médical, c'est un sujet de conscience auquel nous sommes confrontés. Donc qu'il y ait une loi ou qu'il n'y ait pas de loi, il y aura toujours des hors-la-loi, d'une certaine manière. Alors, cette médecine, effectivement, comme vous l'avez dit, elle nous forme aux soins curatifs, traités pour guérir. Nous ne sommes pas très bien formés aux soins de prévention et nous sommes très imparfaitement formés aux soins palliatifs. De ce point de vue-là, il y a une confusion majeure, me semble-t-il, entre fin de vie et soins palliatifs. On peut parfaitement être porteur d'une maladie chronique, lentement évolutive, avoir un cancer évolué, mais peu évolutif, et cohabiter avec sa maladie, ça n'est pas traiter de manière curative, c'est gérer une cohabitation la plus confortable possible, qui relève de soins pas forcément très techniques, mais certainement d'une écoute. Et de ce point de vue-là,
en attendant que la loi évolue, l'écoute me semble quelque chose de très important du point de vue de l'assistance que l'on peut apporter à ces patients. Alors, ces soins palliatifs, effectivement, dans certaines structures, je pense en particulier, sans faire de publicité au centre anticancéreux, sont déjà depuis quelque temps organisés sous l'acronyme SOS, soins oncologiques de support. Et dans ces structures, il est assez classique de considérer que le soin curatif n'est plus de mise. Mais pour autant, je constate encore à cet instant que la grande majorité des patients porteurs de cancer évolué meurent dans les quelques semaines qui suivent l'ultime cycle de chimiothérapie. Ce qui veut dire à tout prendre que cet ultime cycle n'aura pas été efficace et que dans le pire des cas, il aurait été iatrogène, il aura précipité la mort. Nous surtraitons les situations palliatives. Voilà. Donc je crois qu'il faut démédicaliser la mort, j'en dis pas plus pour l'instant. En disant cela, en dehors du CNAV, je peux passer pour un apostat. Je dirais que le CNAV, dans les 10 thèmes prioritaires qu'évoquait Véronique Fournier, quand le CNAV s'est constitué et a identifié les sujets de préoccupation collective qu'il souhaitait traiter, avait traité le sujet de la santé et en avait conclu effectivement que la vieillesse était surmédicalisée et que nous avions à réfléchir à ce que nous entendons par soin quand nous sommes les uns et les autres arrivés dans la vieillesse et à être éventuellement très vieux et très vieilles. Et que ce qui paraissait essentiel à tous, c'était d'arriver à bouger quand on peut encore bouger, à entendre, à voir, à avoir des échanges qui traversent et qui évitent l'isolement social, et que c'était ça qui était plus essentiel que le quadruple pontage ou la 8e chimiothérapie. Voilà, mais c'est une parenthèse et je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais bien sûr, ceci dit, ce que vous dites sur la surmédicalisation et que je pense le CNAV partage, ce n'est pas exactement ce qu'a dit François Lamas, qui a dit « les médecins n'ont pas à refuser la responsabilité de l'accompagnement de fin de vie ». Voilà. C'est, me semble-t-il, deux choses différentes et qui ne sont pas, qui ne s'opposent pas parce qu'elles ont deux objets différents. Alors, je vais donner la parole à Annie. Oui, donc je vais vous présenter mon association et surtout ce que nous y faisons. Donc notre association est relativement jeune puisqu'elle a été créée en 2018 pour faire suite à 2 pétitions qui ont rassemblé 5000 signatures et qui demandaient bien sûr l'aide active à mourir. Alors du fait de cet ancrage citoyen, nous avons reçu et nous continuons à recevoir beaucoup de témoignages de fin de vie souvent dramatiques. Alors le premier groupe de témoignages que nous avons reçus concerne des familles qui ont assisté à des fins de leurs proches qui ont duré trop longtemps du fait des failles de la loi Clay-Leonetti, à savoir, la méthodologie utilisée, qui préconise donc des sédations légères accompagnées à une suppression de l'alimentation et de l'hydratation, ce qui fait qu'au bout du compte, c'est cette déshydratation qui provoque une crise aiguë et qui provoque la mort. Le deuxième groupe de personnes qui témoignent sont des familles de personnes qui ont décidé de partir en Belgique ou en Suisse parce que leur maladie ne correspond pas aux indications de la loi Clay-Leonetti, puisqu'il faut être, au stade terminal de la maladie pour avoir accès à la sédation. Ce sont souvent des personnes où ils ont des cancers incurables ou des maladies neurodégénératives à évolution lente, ou bien aussi des polypathologies du grand âge de personnes qui décident de partir à 95 ans en Suisse ou en Belgique. Alors encore faut-il que ces personnes aient la capacité physique de pouvoir y aller et les moyens économiques et aussi une famille accompagnante. Donc ça reste compliqué. Alors le deuxième volet d'appel que nous avons concerne des malades qui sont en impasse d'une maladie incurable et qui cherchent une solution. Donc les médecins de notre commission médicale
vérifie s'il s'agit bien d'une maladie incurable qui rentrerait dans le cadre de la loi belge ou suisse. Et si ces malades demandent à partir, si le bien ils demandent, eh bien on les aide et on les met en relation avec des médecins belges ou la Suisse. Voilà. Cette commission médicale, d'ailleurs, travaille aussi à un plan de formation pour faciliter l'application de la loi quand elle sera votée, parce que nous aussi, nous estimons que les médecins, leur rôle, c'est d'aider leurs malades jusqu'à la fin de la vie. C'est un rôle important. Voilà. Donc, tous ces témoignages ont donné lieu à la rédaction d'un livre, donc vous pouvez trouver sur notre stand, La loi Cleonetti, ses erreurs et ses insuffisances, que nous avons envoyé à l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, en début 2023. Nous l'avons envoyé aussi aux membres de la commission de la Convention citoyenne qui nous l'ont demandé, parce qu'il faut savoir que, comme vous, nous n'avons pas été officiellement invités à rencontrer les membres de cette convention. Voilà. Alors, malgré tout, on peut noter que malgré cette absence de contact avec les membres de la Convention citoyenne, comme également l'absence, les membres de la Convention citoyenne n'ont pas eu l'occasion de rencontrer aucun des médecins de notre commission médicale, aucun des médecins, à ma connaissance, qui soit favorable à l'aide médicale à mourir. Je ne crois pas que vous ayez été convoqués non plus. Et malgré tout, 75% des participants à cette convention ont quand même voté pour une évolution de la loi en introduisant l'aide active à mourir. Ça veut dire que la demande est forte dans l'opinion publique, d'ailleurs ce que confirment de nombreux sondages, et donc que c'est vraiment une demande de l'opinion publique, puisqu'elle a, malgré ce filtre de l'information qui leur avait été donnée, ça a quand même permis un vote positif. Voilà. Alors notre objectif majeur à nous, comme l'indication de notre dénomination, le choix citoyen pour une mort choisie, c'est d'obtenir une loi qui prenne en compte la diversité des demandes des malades. Je crois que c'est ça qui nous semble très important, que le choix ultime des malades, quel qu'il soit pris en compte. Et nous pensons que le problème de la fin de vie, c'est plus une question de liberté que de dignité, parce que la dignité, le respect de la dignité d'une personne passe par le respect de ses choix ultimes. J'ajouterais que nous sommes dans une société laïque pour lequel la liberté de conscience est quand même l'un des piliers importants. Et je pense que la loi sur la fin de vie doit également être examinée au fil de la laïcité et au filtre de la tolérance d'accepter tous les points de vue et tous les choix. Ça me semble important. Et c'est pourquoi nous avons écrit une proposition de loi que nous avons remise au gouvernement, à Mme Agnès Firmin-Bodo, qui nous a quand même reçus, dans lequel nous ne faisons pas d'exclusif. Nous pensons qu'effectivement, il est important de développer les soins palliatifs, mais des soins palliatifs qui soient sans frontières avec l'aide active à mourir, parce que nous constatons qu'un certain nombre de personnes qui sont en soins palliatifs, à un moment donné, demandent une aide active à mourir. Ce qui se passe d'ailleurs en Belgique et ce qui est possible. Et d'ailleurs, le professeur Régis Aubry, dans une petite étude, l'a constaté. Il a reconnu que des malades qui demandaient l'aide médicale à mourir en soins palliatifs, eh bien, une semaine après, malgré les soins prodigués, les morphiniques, etc., persistaient dans leur demande. Donc je crois qu'il faut que les soins palliatifs soient développés, mais dans une autre perspective d'ouverture. Bien sûr, nous réclamons une possibilité pour les personnes qui le souhaitent d'une aide active à mourir, pas en fin de vie, parce que sans ça, on se retrouve à la case départ. Hein. On va avoir toutes les personnes qui sont avec des maladies à long cycle d'évolution dégénérative qui continueront à aller en Belgique ou en Suisse. Donc, effectivement, le pronostic vital à court terme ou à moyen terme, comme l'annonce Mme Agnès Lebodo, nous provoque également chez nous beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce que ce moyen terme? 1 an, quand on a une maladie de Charcot, par exemple, ça ne sera pas suffisant. Donc, nous sommes aussi très inquiets. Enfin, nous demandons, et ça c'est un peu une originalité de notre association, une réforme profonde de la sédation profonde, c'est-à-dire que nous souhaitons qu'elle soit pratiquée avec beaucoup plus de sédatifs et de morphiniques, sans supprimer l'hydratation et l'alimentation, et pour permettre d'avoir une
disons, une agonie qui ne dure pas plus que 48 heures. Nous pensons qu'effectivement, un certain nombre de personnes préféreront cette sédation profonde qui laisse peut-être à la famille la possibilité de dire au revoir, etc. Donc ça nous paraît 3 volets complémentaires d'une loi idéale. Voilà. Alors, pour finir aussi, ce que François Damas n'a pas dit mais qu'il aurait pu dire, c'est que dans les pays qui ont dépénalisé l'aide active à mourir, il y a quoi? Il y a 4,5% de malades qui le demandent aux Pays-Bas, 2,5%, peut-être 3% en Belgique, qui l'obtiennent. Voilà. Alors vous pourrez peut-être sur cette nuance. Donc c'est quand même pas beaucoup. C'est quand même pas un nombre faramineux de personnes qui passent par l'aide active à mourir. Et ce que l'on constate également par rapport aux personnes qui nous contactent, c'est que la possibilité qu'on ouvre une porte de sortie à ces personnes est très désangoissant. Et assez souvent, ils viennent nous voir et puis ils nous disent, écoutez, effectivement, certains d'ailleurs ont fait toutes les démarches, ils sont allés en Belgique, on leur a dit, écoutez, vous rentrez dans le cadre de la loi, et puis ils disent, écoutez, je vous dirai quand je suis prêt, et puis très souvent, ça leur donne le courage de continuer à vivre un peu. Alors certains refrappent à la porte de certains médecins belges, d'autres pas. Donc, mais cette possibilité, cette porte de sortie est extrêmement importante. Et c'est ça dont les malades français souffrent. Ils n'ont pas cette porte de sortie et c'est très angoissant. Voilà. Le micro. Voilà. Merci beaucoup à tous nos intervenants qui en plus ont tenu un timing parfait. Est-ce que, puisque François a été un peu interpellé par les derniers propos d'Annie Vallès, est-ce qu'il veut répondre ou compléter? Oui, c'est important, effectivement, à souligner, c'est que même si le nombre d'euthanasies reste très minoritaire en Belgique, nous ne sommes pas encore à 3% des décès selon cette modalité, mais en réalité, le nombre de personnes qui parlent d'euthanasie avant de mourir, c'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus. Ça veut dire 30%. C'est considérable. Hein. C'est considérable. Sur 100 décès, vous en avez au moins 30% qui se font de manière soudaine ou rapide. On n'a pas le temps de commencer à réfléchir sur ce qu'on va faire. On essaie de sauver des gens et malheureusement, on ne les sauve pas. 30%. Il reste 70% des décès qui sont prévisibles. Et sur ces 70%, il y en a encore 10 à 20% qui se passent bien sans difficulté, sans que personne ne doive absolument venir faire un soin particulier. Ce sont des gens qui au bout d'une longue vie, s'éteignent gentiment dans leur lit après 2-3 jours. Ça, 10 à 20%, ça, c'est peut-être ça qu'on peut espérer pour nous-mêmes. On n'a pas de questions à se dire et on n'a pas d'angoisse particulière à avoir. Il reste 40%. Sur ces 40%, il y a 30% des personnes, enfin, sur ces 40%, les 2 tiers, les 3 quarts plutôt, les 3 quarts parlent d'euthanasie. C'est considérable. C'est quasi la majorité en réalité. Parlent d'euthanasie, évoquent la possibilité d'euthanasie, mais n'y recourent pas à l'euthanasie, bien sûr, parce que ça ne convient pas à tout le monde, d'abord. Et puis, il y a une bonne partie des personnes qui font une démarche pour ne pas activer à la fin, puisque les choses se passent peut-être mieux que ce qu'elles ne craignaient, ou elles sont suffisamment rassurées d'avoir cette possibilité pour s'éteindre sans angoisse. Je voulais juste réagir sur les propos de mes camarades, et notamment de Roland Bugat. Juste préciser que moi, je suis tout à fait pour je trouve que la vieillesse est trop médicalisée, pour une démédicalisation de la vieillesse. Mais par contre, je suis pour une médicalisation plus grande de la mort, et de l'accompagnement à mourir, parce que j'ai l'impression que nos collègues font l'inverse. C'est-à-dire que quand le but se rapproche, ou l'échéance se rapproche, ils sont tellement inquiets de précipiter les choses qu'ils en font pas assez. Et qu'ils ne soulagent pas assez, qu'ils ont peur en soulageant de faire partir les gens, et qu'ils retiennent leurs mains, alors qu'il me semble que c'est vraiment l'inverse qu'il faudrait faire. Et la deuxième réaction que je voulais donner, c'est, par contre, le CNAV, toutes les positions sont parmi nous, hein, donc, et Roland Bugat a toute sa place, justement, parce qu'on pense des choses différentes. Et François, moi j'aurais bien aimé que tu nous racontes, tu as fait un tour de France avec ton film, notamment tu es allé dans plein de communautés soignantes. Tu pourras nous raconter un tout petit peu comment les gens ont réagi,
ces médecins et ces communautés soignantes, comment ils ont débattu autour de ton film? Merci Véronique. Ce que je propose, c'est de redonner la parole à Roland Bugat s'il souhaite réagir, puisqu'on a finalement, on est beaucoup revenu sur cette histoire de que fait la médecine dans toute la période de la vieillesse et de la fin de vie, et puis de vous donner la parole, et puis on reviendra vers François ensuite. Je crois que par peur et image projetée de la mort de l'autre, le soignant est dans la situation de fuite qui vient d'être évoquée. Je crois que c'est un manque de courage qui nous caractérise. Est-ce qu'il peut être compensé par de la formation? On peut en débattre. Je pense que oui. C'est vrai que d'une manière générale, dans notre société, la mort et le deuil qui va avec la mort sont évacués et que cette réalité, elle est transmise à nos enfants et que d'une certaine manière, la déritualisation de la mort appauvrit notre collectif et notre vivre ensemble, y compris nos engagements laïques. Donc oui, de la formation sur la mort, mais pas de la formation technique. Et du point de vue de la formation technique, le contre-pied, c'est ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que le patient, entre guillemets patient, que l'on appelle parfois usager d'ailleurs, très usagé, qui est en situation d'être traité par une équipe médicale, qui a une réponse infinie vers le énième cycle de chimiothérapie que j'ai caricaturé tout à l'heure, finit par rendre implicitement ce patient usagé captif de l'idéologie curative. Et c'est très difficile de faire en sorte que l'équipe de soins, pas uniquement les médecins, libère cette espèce de grasping qui consiste à rendre le patient, je caricature un petit peu les choses, mais captif de l'organisation thérapeutique à laquelle nous sommes confrontés. Donc j'arrête pour finir. Trop de soins curatifs, pas assez de culture du symbole même de la mort et du deuil. De la réalité de la mort et du symbole du deuil. Très bien. Eh bien, la parole est à vous, si vous souhaitez la prendre. Présentez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous lever, mais au moins de dire qui vous êtes. Noël Châtelet, depuis très 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 longtemps, je suis sur cette interrogation par rapport à la mort, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit, Annie, qui me paraît très 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 important et sur lequel je suis revenue avec François Hollande, que j'avais demandé à rencontrer personnellement au moment où il nous avait donné un peu l'espoir avec son article 21 d'aller plus loin dans la loi que nous avons aujourd'hui. Et je lui avais dit, il faut mettre vraiment en fronton de tous les lieux républicains cette phrase « Donner le droit de mourir ne fait pas mourir ». Et là, on est sur un paradoxe qui me paraît extrêmement important parce que on a souvent comparé, souvenez-vous, la situation de l'IVG, que ma mère d'ailleurs a vécu en tant que sage-femme il y a très 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 longtemps, et de l'IVV, comme elle disait, l'interruption volontaire de vieillesse. Et l'argument, c'était de dire que si on donne ce droit de l'IVV, tout le monde va se précipiter vers ce droit. Je crois que l'IVG n'a pas fait avorter toutes les femmes de France, et il en sera de même pour l'IVV. Hein. Donc, le paradoxe en effet, que le fait que donner le droit de mourir ne fait pas mourir, s'appuie sur cette rassurance dont vous parliez tout à l'heure. J'irai même plus loin, je dirais que le droit de mourir va permettre à beaucoup de très vieilles personnes qui ont peur de la mort, parce que c'est pas de mourir qui leur fait peur, c'est de mal mourir, de rester encore. Voilà. Et ma propre mère, qui était militante à l'ADMD, cofondatrice de l'ADMD il y a 43 ans, et dont j'ai repris le flambeau d'une certaine manière, elle n'a pas été aidée. Elle a dû recourir à un suicide sans ses enfants. Et moi, je suis restée sur cette frustration horrible de ne pas avoir été près d'elle au moment où elle avait laissé cachet.
Parce que si je l'avais été, j'aurais été effectivement coupable et sans doute même arrêtée. Enfin, mais aujourd'hui, après tout le travail que j'ai fait depuis 20 ans, à travers le livre que j'ai écrit, mais aussi le film qui a suivi le livre, j'irai volontiers en prison pour qu'on avance et qu'on ait enfin cette loi. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, autre réaction. Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'ai été 11 ans dans un service d'oncologie avec des soins curatifs et des soins palliatifs. J'étais aide-soignant. Donc j'ai accompagné beaucoup de personnes. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu des stages de formation de tout ordre, parfois, proposés, mais jamais dans ce service des possibilités de faire des stages en unité palliative, avoir des gens qui viennent et qui nous parlent du palliatif, alors que nous avions des lits palliatifs, et que donc autour de ces personnes, il y avait des soignants qui n'avaient pas la culture palliative. J'en faisais moi-même partie. Donc je me suis un petit peu intéressé à la question, on a fait, chacun à son itinéraire, mais voilà, je voulais vous dire que finalement dans les soins curatifs, la culture palliative n'est pas proposée aux soignants. Je voulais dire aussi que les familles sont souvent là, dans les couloirs, avec des chambres, avec des fenêtres où elles voient leur famille, elles peuvent rentrer dans la chambre, etc. Et effectivement, jusqu'au bout, elles essayent parfois, elles ont du mal aussi à lâcher la personne qu'elles aiment. Et les médecins sont un peu pris aussi. L'équipe médicale est un peu pris entre tout ça. Les médecins sont parfois aussi, effectivement, ont du mal à prendre cette décision, à être aussi hors du tabou sur la question. Voilà. Je voulais juste dire ça. Merci pour ce témoignage. Autre réaction ou question? Oui, Gilles. Je voulais juste rajouter par rapport... Dis qui tu es. Alors, je m'appelle Gilles Jehan, je suis membre du CNAV. Je suis évidemment favorable à une loi sur l'interruption volontaire de vieillesse, comme dit Noël. Et je voulais juste réagir à l'intervention précédente. Moi, ma mère est morte d'un cancer à 90 ans. Le médecin est venu la voir en disant dans la chambre, j'étais là, on arrête tout traitement, Madame Jehan, on va s'occuper très bien de vous, on va vous envoyer dans une unité de soins palliatifs et vous n'allez pas souffrir. Et bon, moi j'ai pleuré un petit peu et ma mère m'a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, parce que je suis triste, simplement. Le médecin part, je reste avec ma mère et puis une infirmière rentre ou une aide-soignante. C'était à l'Institut Curie à Saint-Cloud. Et ma mère me dit, tu vois, si je pouvais, j'aimerais bien mourir. Et l'infirmière ou l'aide-soignante dit, mais Madame Jehan, il ne faut pas dire ça. Il faut s'accrocher. Bon. Et là, moi j'ai rien dit, ma mère n'a rien dit, on n'a pas répondu. Évidemment, l'infirmière ou l'aide-soignante voulait être gentille, elle voulait remonter le moral, mais ça sonnait tellement faux. Et je me suis dit, si je pouvais donner, si j'avais la piqûre, si j'avais la potion... Bon, ma mère s'est éteinte 10 jours plus tard, après avoir été transportée en unité de soins palliatifs. Elle a vécu une ou deux journées très agitées en soins palliatifs, et puis après, elle est progressivement déclinée et elle est morte des jours après. Et j'aurais bien aimé qu'elle meure 10 jours avant. Voilà. C'était juste un témoignage pour dire que même à l'Institut Curie où on soigne des cancers en veux-tu, en voilà, il y a des gens qui disent il ne faut pas dire ça. Alors qu'on a le droit de dire ça quand on vous annonce que vous allez mourir. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Gilles. Peut-être...
Ah bah très bien, allez-y. Non, faites donc. J'allais donner la parole à François, mais on lui donnera après. Alors, Allez-y. bonjour, moi je m'appelle Véronique Guégan et j'ai fait partie de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Alors je confirme qu'on a bien eu votre livre, l'association Le Choix, et qu'on l'a bien tous lu. Enfin, tous peut-être pas, mais en tous les cas, moi je l'ai lu. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'opinion publique est majoritairement favorable à une loi sur la fin de vie. On a rencontré, nous, un certain nombre de députés après la Convention, parce qu'on a fait une association, et qui sont aussi favorables. La Convention citoyenne a voté donc à 76% pour une ouverture de la loi. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, là, le Parisien qui titrait ce matin que la loi, elle est reportée de jour en jour. C'est-à-dire, on a dit à l'automne, on y est et il n'y a toujours pas de projet de loi. Février, peut-être dans le courant de l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qui bloque Voilà. Donc, moi, je m'interroge beaucoup sur ce projet de loi qui n'aboutit pas. Ce que je voulais vous dire, je ne vous ai pas vu, madame, mais on cherche, nous, le choix, parce qu'on se dit qu'il va falloir déployer pas mal d'actions pour arriver. Et on cherche à joindre, justement, à prendre contact avec cette association des membres de la Convention citoyenne. Donc j'aimerais bien que vous rencontrez à la fin, prendre vos coordonnées. Merci. François, quelques mots peut-être sur le Tour de France qu'évoquait Véronique, puis après on aura encore le temps de prendre quelques réactions. Alors c'est vrai que j'ai rencontré à quelques reprises des soignants qui m'ont invité à visionner le film et puis à discuter de l'expérience belge. Et ce que je peux vous rapporter, c'est que ces soignants qui étaient des palliativistes, engagés dans l'accompagnement des fins de vie, me disaient avoir été extrêmement hostiles à une idée d'évolution de la loi, ou en tout cas de l'expérience belge dont ils avaient une image extrêmement négative. Et le fait de pouvoir en discuter et avoir vu le film avait déclenché une évolution de leur réflexion, tout à fait. Et une bonne partie d'entre eux étaient résolus maintenant à s'engager dans l'application d'une loi si celle-ci pouvait aboutir. Y compris l'euthanasie. Y compris, tout à fait. Donc, c'est faux de dire que tous les soignants sont contre. Je dois vous dire important de le dire, ça. Je dois vous dire qu'en Belgique, lorsque la loi a été débattue au Parlement avant qu'elle ne soit édictée, toutes les instances médicales étaient contre. Toutes. L'ordre des médecins, même les syndicats des médicaux, les sociétés savantes, les écoles de médecine, tout était contre. Et puis, quand la loi est apparue, on s'est rendu compte que 60% des médecins étaient favorables à une loi. 60%. Et maintenant, le pourcentage, depuis que la loi existe, s'est accentué. Il n'y a plus qu'une petite minorité de 10 à 15% d'irréductibles. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Roland Muga qui voudrait dire quelques mots. Moi, je ne peux que faire le constat qu'on fait tout ça, c'est-à-dire que la loi n'arrive pas à sortir, avec beaucoup de crainte quand même que Véronique Fournier a exprimé tout à l'heure sur le champ probablement très réduit qu'elle aurait, très lié à la maladie. Alors, des maladies gravissimes, voilà, nous sommes d'accord sur ce qui peut être indispensable en matière d'intervention de l'aide active à mourir pour des cancers métastasés de phase terminale ou pour des scléroses en plaques. Enfin bon, moi je ne suis pas médecin, mais le sujet qui nous rassemble ici, là, depuis 3 jours, le sujet des vieux, des très vieilles, ce sujet-là, moi, il me paraît encore plus tabou que jamais. Moi, j'ai travaillé récemment avec un petit groupe de travail dans le cadre d'une instance dont je suis membre en région, qui est le Césaire. Et quand on a commencé à discuter, tout le monde était relativement ouvert sur oui, il faut aider les gens qui sont dans une situation pathologique gravissime et qui souffrent, etc. Mais dès que moi j'ai dit, et la question de je suis très vieille,
j'ai fait ma vie, j'ai réussi des choses, j'en ai raté d'autres, bah c'est bien. Et puis c'est fini, puis j'en ai marre d'être cloué à mon fauteuil, d'avoir mal aux genoux, de je sais pas quoi, enfin bref, bon. Et ben ça c'est extrêmement difficile à faire passer. Bon, je suis sortie de mon rôle d'animatrice. Alors, quelques mots, une dernière question. Je crains moi aussi, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ma personne physique, mais par rapport avec les informations que l'on peut partager, que cette préparation dont l'apparition est différée de jour en jour soit un peu édulcorée. On veut ne pas affronter les sensibilités des uns et des autres. En l'état actuel de la formulation, on ne parlera pas d'euthanasie, on ne parlera pas de suicide assisté, on parlera de soins palliatifs et d'assistance à mourir. Ça concernera les patients que vous venez, madame, de signaler, mais ça ne couvrira pas le champ global, existentiel de la fin de chacun d'entre nous, qui parfois est désiré et qui n'est pas pour l'instant légitimé. La deuxième intervention, c'était un petit clin d'œil que je faisais à la modératrice que vous êtes, pour poser la question à mon confrère belge, de la position du CEDH, Commission européenne des droits de l'homme, par rapport à la jurisprudence Mortier. Mais je ne sais pas si ce sujet est très important pour nous tous, et donc je l'avais laissé un petit peu a cappella. Il n'y a que la convention, il n'y a que la commission. Non, mais on va laisser, oui, on va laisser Oui, François répondre, mais vraiment- Je pourrais vous répondre a cappella, oui, comme on dit. Je ne vais pas m'attendre sur l'affaire Mortier. Hein. Simplement, la Commission européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur la loi belge et elle l'a validée. C'est ce qu'il faut retenir. Elle a critiqué sur deux petits éléments qui sont accessoires pour être à la ligne. Merci beaucoup. Donc, une dernière question, si Véronique veut passer le micro à monsieur qui voulait intervenir. Et puis, on lève la séance parce qu'on va être mis dehors. Oui, bonjour. Une dernière question sur la dimension politique de cette thématique. Je me présente, je suis Jean-Michel Gambier. Je suis responsable de la commission senior d'Europe Écologie Les Verts. Et nous avons fait voter par notre Parlement interne une position sur donc cette thématique qui est en deux volets. D'une part, les soins palliatifs qu'il faut développer, un service de soins palliatifs par département, etc., etc. Mais aussi le volet suicide assisté, euthanasie. Nous demandons, et donc nous avons une feuille de route pour nos parlementaires, que ce soit légalisé, qu'on ne risque pas d'aller en prison pour ça. Alors donc, j'ai aussi une question. Est-ce que vous avez pris contact avec les partis politiques, autres que le nôtre, et quel est le rendu de ces consultations? Je vais laisser Véronique vous répondre et puis dire un mot de conclusion pour qu'on s'en aille. Et puis on partira par là, comme ça les autres pourront rentrer en même temps. Les partis politiques, oui. Les parlementaires surtout. C'est-à-dire que nous espérons, nous, que même si le gouvernement procrastine, les parlementaires vont se saisir du sujet et qu'ils vont pouvoir, au Parlement, entre partis politiques, s'entendre peut-être pour faire avancer les choses. Voilà, c'est une réponse très courte, mais c'est vraiment l'espoir que nous avons. Merci beaucoup à toutes, à tous. Voilà. Poursuivons le combat.